Pendant les années 80, les États-Unis avaient encore du mal à faire face à leur implication dans la guerre du Vietnam. Dans ce contexte, Hollywood a produit plusieurs films ayant ce conflit comme trame de fond. Pour les publics plus jeunes en particulier, ils ont fourni un aperçu de ce que leurs pères ou frères aînés ont pu vivre lors de leur tour de service dans les jungles de l'Asie du Sud-Est. L'une des œuvres les plus marquantes produites pendant cette période était Full Metal Jacket de 1987, réalisé par le légendaire réalisateur Stanley Kubrick. Le film illustre comment de jeunes hommes ordinaires deviennent des armes de guerre et l'impact de cela sur eux lorsqu'ils arrivent sur le champ de bataille. Ainsi, le film commence dans le camp d'entraînement des Marines américains, puis passe au champ de bataille du Vietnam, juste au moment où l'offensive du Tet commence, les personnages principaux se battant dans les rues d'une ville appelée Hue. Pour beaucoup de jeunes de l'époque, c'était sans doute leur première découverte de Hue et de la bataille qui s'y déroulait. Pour les vétérans qui ont combattu dans ces rues en 1968, son nom est également gravé. Leur mémoire que Iwo Jima ou Incheon l'était pour les générations précédentes. Dans cet épisode, nous explorerons les origines de la bataille, évoquerons des événements clés et aborderons ses conséquences. C'est l'histoire de la bataille de Hue. Bienvenue à Guerre du Monde. Comme l'Australie et la Corée du Sud ont intensifié leur soutien aux Sud-Vietnamiens contre l'insurrection communiste soutenue par les Nord-Vietnamiens, passant d'un rôle consultatif à une mission de combat complète. Les bombardiers américains continuaient à frapper des cibles au Nord-Vietnam dans l'espoir de freiner le soutien aux troupes du Viet Cong et du Nord-Vietnam qui empruntaient la piste Ho Chi Minh à travers le Laos et le Cambodge voisin et entraient au Sud-Vietnam sous la bannière de l'opération Rolling Thunder. Pendant ce temps, aux États-Unis, au sol, les troupes alliées ont mené une guerre de territoire contre un ennemi rusé et impitoyable qui utilisait la campagne comme couverture, rendant difficile la localisation précise des lignes de front. La stratégie des États-Unis à cette époque était préoccupée par la défaite des forces communistes en bataille, sans mener une campagne militaire totale contre le Nord, qui pourrait même inclure une invasion, ce qui s'était passé plus d'une décennie plus tôt sur la péninsule coréenne. La crainte à Washington parmi le gouvernement du président Lyndon Johnson était qu'une escalade ne coûterait pas seulement des vies et des ressources américaines dans une guerre de plus en plus impopulaire, mais pourrait également entraîner les Chinois ou même l'Union soviétique dans le combat, ce qui avait le potentiel de déclencher un conflit mondial, peut-être même nucléaire. Ainsi, on espérait qu'une série de succès militaires sur le champ de bataille, couplée à un bombardement limité du Nord, pourrait dissuader les communistes de poursuivre la guerre et les pousser à la table des négociations. Rolling Thunder a été critiqué pour sa gaspillage, évitant souvent les frappes sur les infrastructures clés de l'ennemi, ayant un impact majeur dans le Sud. Ceci s'explique par le choix des cibles par la Maison-Blanche, s'efforçant d'éviter de tuer par inadvertance des conseillers soviétiques souvent présents dans des lieux clés. En même temps, la nature du combat dans le Sud signifiait qu'il y avait peu à montrer pour même les opérations réussies dirigées par les États-Unis, les communistes disparaissant souvent juste quand ils étaient arrivés en force, et choisissant plutôt de tendre des embuscades et de mener des raids de hit and run, sachant que se battre avec les Américains et leur puissance de feu lourde serait tout simplement suicidaire. Pourtant, malgré ses critiques de la conduite de la guerre jusqu'à présent, en janvier 1968, Johnson est resté résolu à maintenir ses politiques, encouragé par une série de succès éclatants l'année précédente. Johnson et son supérieur, le général William Westmoreland, étaient convaincus qu'avec l'expansion de la force américaine au Vietnam, les communistes seraient contraints à négocier la paix, si ce n'est pas en 1968, alors certainement en 1970. Cependant, la situation au Sud-Vietnam était perçue très différemment par le leader nord-vietnamien Ho Chi Minh et son gouvernement à Hanoï. Ils percevèrent le Sud prêt pour un soulèvement général contre le gouvernement nouvellement élu de Nguyen Van Loc et ses alliés américains, vu l'agitation politique ayant secoué le pays la décennie passée. Ils ont donc élaboré un plan pour lancer une offensive majeure dans le Sud qui tuerait simultanément de nombreux Américains, conduisant à des appels au retrait des États-Unis en Amérique, tout en inspirant en même temps ce soulèvement conduisant à une défaite du gouvernement de Van Loc et à la création d'un Vietnam communiste unifié. Les communistes, planifiant leur offensive massive, ont compris que la clé de la réussite serait une action rapide et l'effet de surprise. Ils ont donc décidé d'adopter une politique de tromperie, instigant d'abord un effort diplomatique qui semblait viser à arrêter le bombardement du nord du Vietnam. À la grande joie de Johnson, car cela renforçait leur conviction que Rolling Thunder était un succès.
Dans le cadre de cet effort, l'idée d'un cessez-le-feu pour le nouvel an vietnamien, connu sous le nom de Tet, a été évoquée puis acceptée, les États-Unis et le gouvernement sud-vietnamien étant heureusement inconscients qu'ils étaient trompés, malgré la réception de renseignements sur un grand mouvement d'hommes et de fournitures le long de la piste Ho Chi Minh. Ainsi, des milliers de soldats sud-vietnamiens ont pu quitter leur poste pour fêter chez eux, affaiblissant significativement la défense du Sud. Puis le 30 avril 1968, tout a basculé. Située presque au centre par rapport aux extrémités du nord et du sud du Vietnam, la ville de Hue occupait une place unique dans l'histoire du peuple vietnamien. 145. La ville a servi de capitale du Vietnam, abritant le palais impérial même après le début de la période coloniale française, en 1877, et une brutale occupation japonaise, pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout cela a changé avec l'abdication de l'empereur Bao Dai en 1945 suite au conflit pour l'indépendance et aux idéologies qui en ont résulté après le retour des Français. Avec la fracture du Vietnam et le retrait forcé des Français, Hanoï et Saïgon sont devenues les nouvelles capitales du Nord et du Sud, remplaçant Hue politiquement. La ville, désormais solidement implantée dans le sud du Vietnam avec ses grandes avenues bordées d'arbres, ses temples bouddhistes, son université nationale et son palais impérial au sein d'une vaste cité fortifiée appelée Citadelle, demeure un centre majeur de la culture, de l'histoire et de la religion vietnamienne. En 1968, Hue était la troisième plus grande ville du Sud-Vietnam, avec une population d'environ 140 000 personnes. Située le long de la route nationale 1, une voie d'approvisionnement majeure pour les troupes alliées, et à 50 miles au sud de la zone démilitarisée entre les deux Vietnams, aucune des deux parties n'était encline à engager des combats à proximité. Ainsi, même avant les vacances vietnamiennes, la ville était moins défendue en comparaison de combats avec d'autres grandes villes. La défense de la ville en janvier 1968 était assurée par la première armée de la République du Vietnam, ou division Arvin, sous le commandement du général de brigade Ngo Quang Trong, dont le quartier général était situé dans le complexe Mang Ka de la Citadelle. La citadelle, une forteresse impressionnante, couvrait 3 miles carrés avec un enchevêtrement de positions aisément défendables, gardé par un mur externe de 30 pieds de haut et pouvant atteindre 90 pieds d'épaisseur. De nombreuses parties du mur comportaient de nombreux bunkers et tunnels construits par l'armée japonaise pendant leur occupation, tandis qu'à l'extrémité sud de la citadelle se trouvait une autre enclave, le complexe du palais impérial, un complexe de forme carrée enfermé dans un mur de 20 pieds de haut qui mesurait 800 yards par côté. Environ 37 000 habitants de la ville vivaient au nord de la rivière des Parfums, à l'intérieur de la citadelle, tandis que le reste vivait au sud de la rivière dans le secteur plus moderne. Truong Hoang était un commandant sud-vietnamien, très respecté par les troupes américaines. Cependant, il a été touché, comme tant de ses compatriotes, en janvier 1968, par plus de la moitié de sa division, qui a obtenu un congé pour les festivités du Tet, et la plupart de ceux qui restaient gardèrent l'autoroute vitale. La principale force qu'il a conservée à l'intérieur de la ville était la célèbre compagnie de reconnaissance Hao Se Bao Ho, ou Black Panther, composée de volontaires bien formés et hautement motivés qui travaillaient aux côtés de la police nationale pour maintenir l'ordre et la sécurité. La seule présence militaire américaine à Hue en janvier 1968 était le complexe du commandement d'assistance militaire au Vietnam, ou commandement d'assistance militaire au Vietnam, situé juste au sud du pont Nguyen Hoang, à la limite est du secteur moderne. Le complexe abritait environ 200 Américains, des soldats de l'armée, des Marines et des conseillers de l'armée australienne au sein de la division de Truong. Les forces de combat américaines les plus proches se trouvaient à la base marine de Phu Bai, à 8 miles au sud, et abritaient la Task Force X-Ray, un quartier général avancé de la première division des Marines composé de 2 quartiers généraux, de régiments de Marines et de 3 bataillons de Marines. Descendant sur Hue, 8000 troupes communistes, la grande majorité d'entre elles étaient membres de l'armée nord-vietnamienne, ou armée nord-vietnamienne, qui était bien équipée pour affronter les forces américaines et sud-vietnamiennes, arborant de tout nouveaux fusils d'assaut AK-47 fournis par les Chinois et les Soviétiques, des mitrailleuses RPD B-40, lance-grenades à roquettes, et diverses roquettes, mortiers, fusils sans recul. Le reste était composé de guérilleros Viet Cong ou VC très expérimentés qui, en plus de renforcer les chiffres de l'armée nord-vietnamienne, apportaient avec eux une expérience locale vitale.
Le commandement des communistes était assuré par le général Chan Bang-kwang, un officier très expérimenté dont l'expérience comprenait un rôle significatif dans la bataille pivot de Dien Bien Phu en 1954, qui a finalement évincé les Français de l'Asie du Sud-Est. Le plan prévoyait que la majeure partie de la force prenne d'assaut la ville elle-même, tandis qu'une plus petite force de blocage tentait de couper toutes les voies terrestres entrant et sortant de la ville pour empêcher la force de Chong de se ravitailler ou de se retirer sans être inquiétée. À cette fin, la ville a été divisée en 4 emplacements tactiques basés sur le renseignement local, la ville ayant une politique ouverte avant 1968. Van Quang envisageait d'utiliser le mauvais temps saisonnier pour masquer sa force des frappes aériennes américaines, décisives lors d'engagements précédents. Dans le cadre de l'assaut, des escouades spéciales de capture se sont vues remettre une liste exhaustive de personnes vivant dans la ville qui étaient désignées comme des tyrans cruels et des éléments réactionnaires. Ces personnes devaient être rassemblées puis conduites dans des zones de détention dans la jungle pour répondre de leurs soi-disant crimes contre le peuple. Cette liste comprenait des fonctionnaires et des militaires du gouvernement sud-vietnamien, des fonctionnaires, des éducateurs, le clergé local et d'autres soi-disant ennemis du peuple, qui seraient probablement opposés aux idéaux du Parti communiste. La liste incluait aussi des civils étrangers employés en ville. L'offensive du Tet a été marquée par certains des combats les plus sanglants du conflit vietnamien, ainsi que par des actions audacieuses des communistes, comme l'attaque de l'ambassade américaine à Saigon. Pourtant, l'élément de surprise crucial pour le plan communiste a failli être perdu avant même son commencement. Le renseignement militaire américain avait détecté une accumulation de forces dans les jours précédant les vacances du Tet, mais il supposait qu'elles ne seraient pas engagées avant la fin du cessez-le-feu convenu. Cependant, ce seraient les communistes eux-mêmes qui auraient presque alerté les forces défendant le Sud. Un facteur souvent négligé était que le Nord et le Sud du Vietnam utilisaient des calendriers divergents, entraînant ainsi des attaques prématurées de certaines unités communistes. À Hue, Chong, comme tant de commandants, a été surpris par la nouvelle que le cessez-le-feu était rompu. Puisqu'il y avait eu peu de combats en ville, il n'était pas très inquiet et s'est concentré sur la protection de l'autoroute essentielle, pendant que les Black Panthers prenaient des positions défensives autour de la piste d'atterrissage de Tai Loc. Il ignorait le danger déjà présent dans sa ville, car des centaines de soldats du Viet Cong déambulaient dans les rues déguisés en fêtards, profitant des festivités pendant qu'ils prenaient leur position. À 0340 heures le 31 janvier, la conviction de Chong que Wei serait épargnée a été brisée en morceaux lorsque la ville a été frappée par des tirs de roquettes et de mortiers. Au même moment, 4 troupes de la armée nord-vietnamienne, déguisées en membres de la division de Chong, se sont approchées de la porte ouest de la citadelle et après avoir tué les gardes insouciants, les ont ouvertes pour permettre à des vagues du 6e régiment de la armée nord-vietnamienne de se précipiter dans l'ancien secteur de la ville. Rapidement encerclés dans leur position, Chong et les Black Panthers ont compris la précarité de leur situation. Il a alors ordonné à ses troupes d'élite de se replier de l'aérodrome vers son QG pour concentrer leur défense face à un ennemi plus nombreux. C'était un combat en mouvement tout le long, mais finalement, ils y sont arrivés, bien que cela signifiait qu'à l'aube, le quartier général de Chong était la seule partie de la citadelle qui n'était pas sous le drapeau communiste, qui flottait maintenant fièrement sur l'ancienne ville. Au sud de la rivière des Parfums, la situation était un peu meilleure. Le complexe McVeigh a subi de lourds dommages, et de nombreux défenseurs ont cherché des armes pour repousser les troupes communistes. Un feu défensif intense et une mauvaise cohésion parmi la force d'attaque signifiaient qu'à l'aube, le complexe était toujours vivant et résistant, forçant Quang à ordonner à ses troupes de consolider leur position et de faire le siège des défenseurs. Ailleurs, les Marines à Phu Bai avaient leurs propres problèmes et n'avaient qu'une idée fugitive de ce qui se passait à Hue car les communications étaient perturbées. On savait que le trafic fluvial vers la ville avait cessé après la destruction d'une rampe pour les engins marins. Chong a contacté ses troupes hors de la citadelle occupée, leur ordonnant d'envahir l'ancien secteur jusqu'au quartier général. Ces troupes comprenaient de la cavalerie blindée, et malgré de lourds combats, elles ont réussi à pénétrer dans le complexe en milieu d'après-midi, mais au prix de 40 morts et plus du double de blessés. Chong et les soldats américains à Hue ont reçu un autre choc en apprenant que des limites étaient fixées pour l'artillerie et la puissance aérienne sur la ville. C'était dû à l'importance historique de la citadelle. Ceci malgré le fait que les troupes armées nord-vietnamiennes et Viet Cong utilisaient toutes les armes qu'ils avaient à disposition, indépendamment des dommages infligés aux anciennes statues et bâtiments.
À Fubai, les Marines américains préparaient une force de secours pour atteindre le complexe Mach 20, mais à cause des renseignements fragmentaires, on supposait qu'une petite force communiste l'avait encerclé. Ainsi, la compagnie A, 1er bataillon, 1er Marines, a été embarquée dans des camions et envoyée sur l'autoroute 1. 4 chars M48 les ont rejoints, mais en traversant le pont du canal Pukam, juste avant leur objectif, ils ont subi un feu intense. Il était clair que l'ennemi avait une force considérable, donc une deuxième force de secours avec des chars supplémentaires a été envoyée pour soutenir d'abord la compagnie A et poursuivre ensemble l'avancée vers le complexe Mach 20. Ils sont arrivés avec succès au complexe à 15h15, mais avec 10 marines tuées et 30 blessés. L'objectif était maintenant de soulager Chong. Sous le commandement du lieutenant-colonel Marcus Gravel, la force de secours, maintenant composée de membres de l'équipe commandement d'assistance militaire au Vietnam et de l'armée sud-vietnamienne, a traversé le pont Nguyen Hoang, les M48 restant sur la rive sud pour fournir un soutien de feu. Traverser le pont s'est avéré mortel, malgré le soutien des chars, car les Marines ont fait face à une grêle de balles. Gravel, réalisant l'ampleur de la tâche, malgré une petite force ayant réussi à traverser, a ordonné à ses hommes moins nombreux de se replier derrière le pont. Les affrontements autour du pont ont persisté 2 jours avant que des sapeurs armés nord-vietnamiennes ne le détruisent pour bloquer la traversée d'autres Marines américains. Le lendemain matin, il devenait évident que ce ne serait pas une bataille brève qui avait jusqu'alors été la norme, car les communistes à l'intérieur de la citadelle préparaient leur position tout en continuant à assiéger Chong et ses hommes. Il a été prévu que les forces sud-vietnamiennes nettoieraient la citadelle, tandis que les Marines américains, dirigés par le colonel Stanley Hughes, se concentreraient sur le secteur moderne. La première tâche serait toutefois de couper l'approvisionnement des communistes dans la ville. Le 2 février, la 3e brigade de la 1re division de cavalerie aérienne a débarqué massivement au nord et à l'ouest de la ville pour isoler les troupes dans la citadelle, alors que les États-Unis prévoyaient des actions futures. Des opérations de balayage ont été menées sur les voies d'approvisionnement connues ou suspectées. Cependant, les troupes communistes ne seraient pas délogées, et pendant plus d'1 semaine et demie, la jungle à l'ouest de Hue a été le théâtre de combats acharnés entre les deux camps. Ces actions ont néanmoins réussi à freiner la chaîne d'approvisionnement communiste. La bataille des Marines pour la ville a été entravée par un changement météorologique dramatique. De fortes pluies et des vents violents ont rendu les déplacements difficiles, sans parler de la vigilance nécessaire face aux tireurs d'élite ennemis cachés dans les bâtiments ou sur les toits. Hughes a installé son commandement au commandement d'assistance militaire au Vietnam le 2 février Gravel, et ses troupes ont secouru un poste de communication, puis se sont battus jusqu'à l'université, avec pour principale priorité de protéger les citoyens américains non rassemblés par les escouades de capture dans la ville. Hughes a demandé à Gravel de sécuriser les voies ouest pour le transport de fournitures, pendant que des unités supplémentaires de la marine et de l'armée commençaient le nettoyage laborieux des rues des troupes communistes, avec le campus universitaire comme terrain de mise en scène. Avec Gravel sécurisant le flanc ouest jusqu'au canal Phu-Cam, les Marines dirigés par le lieutenant-colonel Ernest Cheatham Jr., ex-joueur de National Football League et vétéran de la guerre de Corée surnommé Big Ernie, se sont dirigés vers le nord, vers le bâtiment du trésor. Cependant, les progrès étaient douloureusement lents et il n'atteindrait son objectif que le matin du 5 février. Pendant la semaine suivante, les Marines ont poursuivi leur combat pour le secteur moderne de la ville jusqu'au 14 février, date à laquelle les combats se sont limités à nettoyer certains WC, tentant de se fondre dans la population et de fuir. Des affrontements épisodiques persisteraient dans cette zone, mais la victoire pour le secteur moderne revenait aux États-Unis. Toutefois, le drapeau communiste ondulait encore sur la citadelle de l'autre côté du fleuve. Alors que les hommes de Chong avaient réussi à reprendre l'aérodrome de Tay Loc et à l'utiliser comme base de lancement le 2 février, la bataille avait été coûteuse, et malgré les renforts acheminés par les Marines américains, Chong n'avait pas réussi à réaliser une percée réussie. Cela a incité les Marines à envoyer certains de leurs propres hommes pour soutenir les troupes de Chong, à partir du 11 février initialement par hélicoptère, puis par bateau de débarquement à travers la rivière qui transportait également un petit nombre de chars M48. En route vers le palais impérial, les Marines ont affronté une pluie intense et des tirs ennemis plus violents. Les murs épais et passages étroits avantagent les défenseurs communistes. Les combats dans la citadelle étaient plus sauvages que dans le secteur moderne. L'effort pour isoler les communistes du réapprovisionnement et du renforcement a eu un succès partiel, mais, heureusement pour les Marines et Chong, les anciennes restrictions sur une puissance de feu plus lourde ont été levées.
Les lignes de bataille variaient alors que les combats continuaient. Puis, le 14 février, un opérateur radio de l'US Marine a détecté une diffusion armée nord-vietnamienne révélant un afflux de renforts par la porte ouest. L'artillerie américaine a pilonné ses forces approchantes, les neutralisant dans la bataille. Les Américains et les Sud-Vietnamiens ont lutté pour contrôler le secteur ouest dans les jours suivants, le sécurisant après d'intenses combats de rue le 21 février. Les armées nord-vietnamiennes et Viet Cong restants étaient maintenant finalement isolés de tout soutien et piégés dans le coin sud-ouest de la citadelle autour du palais, où ils étaient lentement étranglés à mort par les Marines et les forces de Chiang. Les Marines étant essentielles dans la bataille pour la citadelle, il a été décidé que, pour des raisons politiques, les troupes sud-vietnamiennes devraient reprendre le palais. Malgré une résistance déterminée, les communistes combattaient pour gagner du temps et le 24 février, le drapeau sud-vietnamien a été à nouveau levé sur la citadelle. Les dernières troupes de l'AVM et du Viet Cong, non déjà tuées ou capturées, ont disparu dans la population ou dans la jungle en direction du Laos, dans un effort désespéré pour retourner sur la piste Ho Chi Minh et continuer le combat ailleurs. Le 2 mars 1968, la victoire a été officiellement déclarée à Washington et Saigon. La bataille de Phu Quai était alors la plus longue bataille d'infanterie unique du conflit vietnamien. Elle a coûté à l'Arving 385 hommes et au corps des Marines des États-Unis 147 autres, mais plus de 5000 soldats communistes ont été tués. Cependant, dans les semaines qui ont suivi, l'ampleur réelle de la mort qui a encapsulé la bataille est devenue mieux connue, car des fosses communes contenant les corps de ceux qui avaient été rassemblés dans la ville dans ce qui n'était rien de moins qu'un massacre ont été découvertes. Le nombre exact de morts a augmenté et diminué au fil du temps, les historiens continuant de débattre quels décès étaient dus à cette purge meurtrière et lesquels étaient le résultat de dommages collatéraux pendant le combat. La majorité des chiffres publiés indiquent environ 4000 morts, même si des nombres plus élevés ou plus bas sont souvent cités. Les rapports des témoins décrivent les troupes communistes se livrant à une orgie de meurtres et de violences, qui ne se limitait pas au nom sur leur liste. Toute sa famille a été massacrée en bloc. L'offensive du Tet s'est poursuivie après Hue, constituant le cadre de certains des affrontements les plus violents de la guerre du Vietnam. Les forces américaines ont finalement pris le dessus. L'insurrection anticipée dans le sud n'a pas eu lieu, prolongeant les combats. Néanmoins, ironiquement, malgré son échec, l'offensive communiste a hâté les demandes aux États-Unis pour le retrait des troupes. L'année suivante, les troupes américaines au Vietnam ont commencé à être réduites alors que le président Richard Nixon adoptait une politique de vietnamisation de la guerre, qui visait à renforcer l'armée sud-vietnamienne à un point tel qu'elle pourrait prendre en charge toutes les opérations de combat elle-même. Cette politique a échoué lamentablement pour diverses raisons, et en 1975, le Vietnam a été unifié sous la bannière communiste.